Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le parcours d'Aurore B. Aurore a été graphiste, illustratrice et vit aujourd'hui de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Lorsqu'elle est devenue maman, elle ne pensait pas intégrer cet aspect de sa vie personnelle à sa vie professionnelle. Elle raconte dans cet épisode comment elle a décidé de ne pas annoncer sa grossesse avant le tout dernier trimestre et pourquoi elle a finalement intégré la maternité dans ses piliers de communication après la naissance de son bébé. Si le fait d'annoncer votre grossesse à vos clients, qu'ils soient grands comptes ou non, vous angoisse, si vous vous questionnez sur la manière de parler de votre maternité sur les réseaux sociaux ou pas, cet épisode est fait pour vous. On vous proposera même avec Aurore un épisode bonus rempli de bons conseils, mais pour l'heure, place à l'histoire d'Aurore. Bonjour Aurore, je suis ravie de t'accueillir dans Grossesse d'entrepreneuse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Solène, écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi de faire partie de tes invités sur ce podcast que j'ai beaucoup écouté en plus ces derniers temps. Génial, trop cool de pouvoir avoir une auditrice à mon micro. Comme tu le sais donc, puisque tu es une habituée du podcast, j'aime bien commencer mes interviews par parler non pas d'entrepreneuriat et de maternité, mais plutôt de ton enfance, le contexte dans lequel tu as grandi et comment tu te projetais dans une vie professionnelle et familiale. Et surtout, est-ce que quand tu étais plus jeune, alors pas forcément enfant, mais peut-être ado ou pendant tes études, est-ce que la question justement de la parentalité, ça a orienté ou pas tes choix professionnels? Alors, moi, j'ai toujours voulu être maman. Ça, c'était sûr depuis que j'étais toute petite. J'ai un petit frère dont je me suis beaucoup occupée. Dans le sens, pas que mes parents étaient pas là, mais dans le sens où j'aimais bien être derrière lui, être maternelle, être toujours là, regarder tous ses faits et gestes. Ma mère m'a toujours dit que j'étais sa deuxième maman. Et Vous en avez grandissant, combien de toute d'écart? façon, on n'a pas beaucoup, on a 3 ans. Ah oui, Mais ouais, OK. Parce que parfois ouais, ça c'est quand, justement il y a une grande sœur qui a, je sais pas, 5 ou 8 ans de plus, oui. effectivement elle devient deuxième maman, mais 3 ans d'écart, Ah non. effectivement, tu la fibre, quoi. Exactement, j'ai toujours eu la fibre avec les enfants. Même quand j'étais plus petite, on me mettait, dans les mariages, les anniversaires où tu as toujours plein de petits partout. Moi, j'étais souvent la plus grande et je passais mon temps à être avec eux. Mon stage de 3e, je l'ai fait en crèche. Vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait, qui me plaît toujours, mais énormément. Et du coup, je me suis toujours dit que ça, c'est sûr, dans ma vie, je voulais être maman, je voulais des enfants. Après, en grandissant, en étant adolescente, je me suis bien dit qu'on n'allait pas mettre ce projet au goût du jour tout de suite à 20 ans, 21 ans. Non, j'avais d'autres envies aussi. J'avais envie de voyager. Je suis partie vivre un petit peu à l'étranger. J'ai fait mes études tranquillement. Et j'ai attendu d'avoir 30 ans pour pouvoir me dire que c'était le bon moment pour avoir un enfant. Entre-temps, j'ai grandi, ça je voulais quand même le préciser, avec une maman qui travaille avec des enfants aussi, mais en réanimation à l'hôpital. Donc elle est puéricultrice en réa, donc c'est un métier qui est compliqué. Et elle rentrait le soir où elle nous racontait ses journées et c'était forcément que des histoires dramatiques de tout petits qui étaient en réanimation. Je vais m'étaler sur les détails. Je vous laisse imaginer quel genre de maladie on a quand on est en réa, quand c'est des tout petits ou des prématurés. Du coup, j'ai grandi avec l'idée que quand on avait un bébé, il y avait beaucoup, beaucoup de chances pour qu'il soit malade, pour qu'il n'aille pas bien, on ne sait jamais en fait. On peut pas savoir ce qui va arriver quand on accouche ou derrière quand ils sont tout petits, des accidents, tout ça. Et du coup, au moment où j'ai commencé à réfléchir pour avoir un bébé, ma seule idée en tête, c'était si ça se trouve, il va pas être bien, on va terminer en réanimation et du coup, il va falloir que je sécure mes arrières parce que si ça se trouve, ça va pas se passer bien. Donc, Mmh. je partais plutôt du principe que ça allait mal se passer. Ça, c'est Mmh. vraiment la faute de ma mère qui a raconté ces histoires horribles. Donc, je suis pas trop sensible, ça va, mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui marque. Là, on imagine que, automatiquement, ça a influencé la façon dont tu appréhendais les choses. Tu étais pas naïve en mode, C'est tout, ça. voilà, ça va être que génial, quoi. Ah Mmh. non, pour le coup, j'ai vraiment fait hyper attention sur ce côté-là et je me disais, il y a potentiellement beaucoup de chances pour que ça se passe mal et tant mieux, tout s'est hyper bien passé, je précise quand même. Mais j'avais toujours ça en tête.
Bah, Bah, j'ai rencontré ça t'a influencé, ouais, dans, totalement. l'optique de bien te préparer, d'assurer tes arrières et Surtout du coup, d'un point de économiquement vue parlant. professionnel, parce que tu nous disais que tu as attendu la trentaine pour te lancer, dans la maternité, Oui. et qu'entre-temps, tu avais fait tes études et j'imagine que tu as commencé à travailler donc est-ce que tu peux nous Ouais. raconter un petit peu ton parcours, pro, tes études, tes débuts et puis ensuite ton lancement pardon, en tant qu'indépendante? Alors, moi, il faut savoir du coup que je suis graphiste de base. J'ai un diplôme de directrice artistique, donc j'ai toujours, beaucoup dessiné depuis toute petite et du coup, j'ai voulu me lancer, dans un métier artistique assez tôt. De toute façon, je ne vois pas ce que j'aurais fait d'autre. Donc je suis partie dans des études, de graphisme au sens large où on avait aussi, bah, l'illustration, la photo, la vidéo, bah, tout ce que je fais aujourd'hui, qui me sert de toute façon pour mon métier d'aujourd'hui qui est plutôt créatrice de contenu. Et donc j'ai fait mes études sur Paris. J'ai eu mon diplôme en 2017, donc il y a pas si longtemps non plus et je me suis lancée directement en freelance. Je suis pas du OK. tout passée par la case salariat, tout simplement parce que, en fait, j'ai eu mon diplôme l'année où, le site Malt, si tu vois ce que c'est, la plateforme de freelance, a commencé à vraiment se développer et du coup, j'étais dans les premières inscrites avec les gens de ma classe. On s'était tous inscrits sur ce site-là pour se faire un petit peu d'argent de poche sur notre dernière année de graphisme et moi, j'ai continué à bosser avec cette plateforme, qui prenait de l'ampleur. Ce qui fait que j'ai bossé pratiquement 3 ans en tant que graphiste avec uniquement cette plateforme-là, qui me rapportait OK. des clients. Comme Mmh. j'étais très bien référencée, comme j'étais sur les débuts, bah, j'étais sur la première page. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai pu bosser 3 ans en freelance tranquille. J'habitais sur Paris. J'allais bosser, dehors, dans des coworks, chez moi. Je faisais un petit peu ma vie là-dessus. Donc ma vie en freelance a démarré, on va dire, tranquillement, jusqu'en 2020 où j'ai switché vers un peu plus d'illustration parce qu'entre-temps, je m'étais mise sur les réseaux sociaux et ça avait bien pris pendant les confinements. Mmh. Donc j'ai pu lancer toute la partie illustration, parce que j'avais de la visibilité et création de contenu. J'ai commencé à avoir pas mal de propositions dans la niche artistique pour, de la créa de contenu. J'ai bossé, surtout pour Adobe où je faisais des interviews en ligne pour leur YouTube, des choses comme ça. C'était trop cool et derrière, j'ai continué à faire de la création de contenu. Mon activité pro, elle a un peu évolué dans le sens où, j'étais plus sur du freelancing à 100. En 2022, je suis partie faire un tour du monde avec, mon conjoint et pendant ce tour du monde, j'ai eu beaucoup d'influences de personnes que j'ai rencontrées en Asie, notamment en Thaïlande, à Bali, tout ça, bah, toutes les destinations, on va dire, très prisé par les entrepreneurs et du coup, je suis, partie plus vers de l'infoprenariat. Donc, formation en ligne sur, comment, devenir illustratrice. Enfin, comment devenir, c'est un grand mot, plutôt comment lancer son Instagram d'illustratrice et Mmh. j'avais une autre petite formation sur, comment trouver ses premiers clients, donc avec, des vidéos que j'avais tournées, enfin vraiment, ouais, des formations en ligne comme on les connaît. Mmh. Donc ça a duré 3 ans. J'ai arrêté de faire ça quand je suis rentrée de tour du monde en 2020, début 2024, parce que avec le recul, une fois sortie de cette bulle, je me suis pas forcément sentie à ma place et j'avais plus envie, j'avais fait le tour. Du coup, je suis sortie de l'infoprenariat pour revenir plus sur du freelancing et de la créa de contenu à presque 90 du temps. Donc l'année dernière, c'était à fond création de contenu. Comme je savais qu'on voulait un enfant à un moment, j'en ai profité pour partir à fond sur la niche voyage. Donc j'ai beaucoup voyagé l'année dernière, avec, plein de partenaires et puis après la grossesse, du coup, je suis revenue sur des contenus plus chez moi à la maison. Mmh. Mais bon, mon activité n'a fait que bouger sur ces 7 dernières années. J'ai exploré pas mal de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle exploration à faire parce que tout ce que j'ai fait, avant, bah, c'est plus au goût du jour et que du coup, il va falloir que je revoie un petit peu, tout ce que je veux faire, pour que ça puisse s'adapter à mon nouveau quotidien. Et on y reviendra justement, tout à l'heure, tu nous raconteras justement comment les choses Ouais. ont bougé depuis ta grossesse, depuis la naissance, ton congé mat et cetera. Mais déjà, donc tu disais, voilà, que tu as profité de l'avant-grossesse pour voyager à fond Oui. en te disant que ce serait peut-être moins compatible, après.
comment est-ce que tu appréhendais la maternité en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'indépendante? Est-ce que, tu avais, l'image, que, tu serais quand même, mieux lotie en tant que salariée ou au contraire, tu trouvais ça génial de pouvoir vivre les choses plus librement? Voilà, quel était ton mindset par rapport à ça? Bah, je me suis beaucoup posé la question de comment ça allait se passer. En même temps, j'étais pas trop stressée, bah, parce que j'avais de quoi faire de côté. Plus, bah, il y a mon conjoint aussi qui est là, qui peut, aider, qui quand même est beaucoup à la maison et avec 2 salaires, c'est quand même plus simple. Donc de ce côté-là, j'avais pas trop de stress. Je savais pas trop comment ça allait se passer au niveau des aides. J'étais pas non plus au courant qu'on avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose, qu'on gagnait de l'argent, enfin qu'il y avait des aides. On cotise pour ça à l'URSSAF, mais à quelle hauteur, j'en avais absolument aucune idée. Et du coup, je savais qu'à partir du moment où on voulait lancer le projet bébé, moi, je voulais absolument faire une cagnotte, dans le sens où avoir le max de trésor pour pouvoir au moins être 6 mois tranquille, en postpartum. Tout simplement parce que déjà, comme je te disais, le stress tout à l'heure de dire: «S'il se passe quelque chose, que je me retrouve à devoir être en néonat tous les jours, je pourrais plus bosser, il me faut que je puisse quand même payer, mes charges, ma part de loyer, ma part de courses», tout ça. Donc je voulais absolument mettre de côté Mmh. et puis aussi pour pouvoir profiter à fond de mon bébé, tout en sachant que je voulais pas non plus prendre, 6 mois, 1 an d'arrêt. J'aime beaucoup mon métier, mais donc je me voyais pas du tout l'arrêter pendant longtemps et c'est surtout que depuis qu'on est revenu de tour du monde, on n'habite plus à Paris comme on habitait avant. Maintenant, on est dans une maison à la campagne. On s'est rapproché de ma famille parce que je savais que je voulais de l'aide. Je voulais pas être, éloignée de toute ma famille avec un enfant en bas âge. J'ai vu des amis le faire et je les ai vus galérer. Ça m'a pas donné envie. Donc moi, je voulais vraiment être proche. Là, je suis à 5 minutes de chez mes parents. On peut pas faire plus Donc proche, ou presque. voilà, on peut pas faire pratiquement, c'est pas la même ville, mais effectivement, je suis pas loin et du coup, je savais que j'avais un peu tout mis en place pour avoir la meilleure maternité possible, la moins stressante et Donc toi, ça a pris donc la forme de cette donc voilà, cagnotte, des 6 mois, c'est ça, voilà, pour pouvoir tenir 6 mois financièrement, sans être, exact. stressée, par le côté financier. Cette cagnotte, Ouais. tu l'as constituée, toi-même ou est-ce que c'était quelque chose que vous avez fait en couple? Non, moi-même. Là, c'était OK. vraiment ma trésor sur ma boîte. Mon conjoint a fait je sais pas s'il a fait la même chose de son côté ou en tout cas, on n'en a pas parlé, mais lui, il a un salaire qui est beaucoup plus stable que moi. Donc c'était pas les mêmes enjeux. Moi, c'était vraiment la peur de perdre, bah, toutes mes projets d'un coup et de pas trop savoir où j'allais. Alors ça, comme je t'ai dit dans mon parcours, je suis une girouette. Je sais pas trop, en fait, ce que je vais avoir envie de faire dans 6 mois, dans 1 an. J'ai un peu du mal à me projeter là-dessus et du coup, je me suis dit: «Bah, déjà pour le voyage, c'est maintenant ou jamais, donc je vais me bouger, je vais essayer de chercher le max de collabs, qui font sens possible sur mon contenu. Je fais vraiment mon contenu de rêve et tout ce que je gagne, je mets de côté et comme ça, on voit enfin, je mets de côté au maximum et comme ça, une fois que je suis en congé mat, bah, je vois, j'avise et OK. ça me permet effectivement d'avoir un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce que je veux faire après parce que je savais bien que le côté voyage, une fois que j'avais un bébé, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça allait être, ouais, enfin là, tout de suite là, il a 6 mois et non, non, on voyage pas encore, hein. On y va Après mollo. c'est une niche, hein, il y a des il y a des comptes Instagram Ouais, justement, le voyage mais avec les jeunes enfants, mais je comprends tout à fait, mmh, enfin voilà, c'est clair que c'est pas la même chose et il non, faut avoir, le l'énergie pour quoi. ouais, c'est Donc ça. Il faut surtout pouvoir être libre à 2 et mon conjoint est salarié donc non, on peut pas partir comme ça et donc voilà, donc ça m'a permis effectivement de commencer ma grossesse de manière à peu près sereine. Après cette cagnotte, je l'ai pas commencée longtemps avant de tomber enceinte non plus. C'est vraiment j'ai bossé pendant ma grossesse pour essayer d'avoir, le maximum de clients, Ouais, sur cette OK. période-là, quoi. Et du coup, quand tu tombes enceinte, comment est-ce que tu appréhendes le fait, d'annoncer, ta grossesse? Et d'autant plus que, toi, tu as un métier où tu es très visible en tant que créatrice, Ouais. de contenu. Et la visibilité, bah, justement, de cette partie de ta vie, perso, est-ce que ça t'a posé question? Comment est-ce que tu as appréhendé le fait, d'annoncer, la nouvelle, à tes clients, tes partenaires, ton audience?
l'audience? Est-ce que tu peux nous Mmh. détailler tout ça? Ça, c'était vraiment, on va dire, la question c'est peut-être très cucu dit comme ça, mais quand on tombe enceinte et qu'on est beaucoup sur les réseaux, on se dit: «Bon, comment on va faire l'annonce?» Et à quel moment est-ce que c'est le plus pertinent pour moi d'annoncer ça et de le partager, j'exagère en disant la terre entière, mais en tout cas aux gens qui me suivent et derrière aussi aux clients parce que comme je disais, j'ai eu plusieurs collabs. Donc au début de la grossesse, je me suis pas trop posé la question, parce que tout simplement ça se voyait pas. Pour donner un peu de contexte, je suis tombée enceinte en septembre, fin septembre et du coup j'ai accouché Septembre fin juin. 2024 du coup, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. exactement et j'ai accouché en juin 2025. Du coup, ça se voyait pas jusqu'en mars, jusqu'au 3e trimestre. Parce qu'on était en plein hiver, j'avais des pulls, j'avais acheté un jean en 46 que du coup, il tombait vraiment bien, un bon baggy, comme ça ne se voyait pas sur mes contenus. J'étais tranquille pour faire, mes stories, mes reels, tout ça. Du coup, c'est vraiment avec les clients du dernier trimestre que j'ai dû, annoncer que j'allais être avec un gros ventre sur les contenus qu'ils allaient aussi poster sur leur propre, réseau et du coup, obligée d'en Ouais, discuter parce qu'en avec fait, tu eux. avais des clients un peu grands comptes comme, de type, Ouais, Adobe, dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est ça? c'est ça. Bah, là, j'ai bossé l'année dernière en étant enceinte vraiment quand ça se voyait. J'ai bossé avec la SNCF, du coup, les voyages en train. J'ai bossé avec, des marques, plutôt de dessin parce que je suis illustratrice aussi, du coup, ça, c'était moins grave, mais on me voyait dessiner en étant assise avec un gros bidou. J'ai bossé avec Cultura, j'ai bossé avec, ouais, des jolies marques et du coup, comme chaque contenu que je vends est aussi en cross-posting, c'est-à-dire que la marque le poste aussi sur son propre, réseau social, donc là, c'est la plupart du temps, c'est Instagram ou TikTok, il fallait qu'ils soient d'accord. Donc, au moment où j'ai vendu, j'étais un peu en mode, «Alors, en fait, je vous explique, je suis enceinte et du coup, sur les contenus que vous allez voir, j'aurai un gros ventre». Ce qui j'appréhendais un petit peu cette question, surtout sur, les voyages. Sur la SNCF, je me suis dit: «Mais, moi, ce que je mets en avant, c'est pas du tout les voyages famille, et puis, de toute façon, je suis toute seule sur les contenus, c'est pas du tout la ligne édito. Est-ce que ça va pas être bizarre d'avoir une femme enceinte, en plus en dernier trimestre, sur tout leur contenu? Est-ce qu'ils vont pas tiquer là-dessus?» Et pas du tout. Est-ce que tes contrats, tu les négocies, enfin, tu les vends combien de temps, avant le tournage, avant la prod et avant la diffusion? Tu étais déjà enceinte, J'essaye quand tu as est-ce oui, qu'il y avait des choses que tu avais signées avant ta grossesse, par exemple, et non. que tu as dû renégocier en cours de route ou ça se fait quand même de manière progressive? C'est assez rapide. Tout ce qui est, OK, création de contenu, c'est maximum 2-3 mois à l'avance. OK. Et il y a des choses même qu'on me demande pour le mois en cours, donc ça va assez vite. De toute façon, moi, je sais pas ce que je vais faire sur Instagram dans 6 mois, donc c'est beaucoup trop loin pour que je puisse planifier quoi que ce soit. Moi, je fonctionne plutôt au trimestre, donc je me dis: «Voilà, ce trimestre-là, voici les sujets que j'ai envie d'aborder. Quels sont les partenaires qui feraient sens que je peux inclure dans mes contenus?» Je les contacte, je leur propose un projet et s'ils acceptent, après on reparle du projet, on essaye de remanier l'idée en fonction de eux, ce qu'ils ont besoin aussi pour leurs réseaux sociaux et puis on fait un truc ensemble, quoi. Et du coup là, ils savaient moi je le savais déjà que j'allais avoir un gros ventre à ce moment-là et donc quand on a fait les visios pour pouvoir, planifier, pour pouvoir discuter du projet avant de signer, je leur ai bien sûr expliqué que j'allais avoir un gros bidou, que c'était pas ça que j'allais mettre en avant, j'allais pas arriver sur les vidéos avec un non plus en mettant en avant mon bide, pas du tout, mais qu'il fallait qu'ils soient au courant, quoi. Et vraiment tous mes clients sont des clientes. Je crois qu'à 95 c'était des femmes et du coup, toutes, elles m'ont dit: «Aucun problème, c'est pas de toute façon, c'est pas le focus, que tu sois enceinte ou pas, on s'en fiche. Du moment que ton contenu, il est bien et que tu fais d'habitude sur les réseaux sociaux, aucun problème». Donc franchement, incroyable. Merci à toutes, mes clientes, d'avoir été aussi compréhensibles. La plupart ont elles-mêmes des enfants et du coup, au contraire, elles Non, étaient plutôt à me ça féliciter, n'empêche pas l'autre, hein. C'est ouais, justement, parfois, c'est d'autant mais plus choquant, effectivement, quand, la discrimination vient de femmes, voire de mères, oui. mais ça, voilà, ça existe aussi. Donc effectivement, je comprends, ton Mmh, appréhension et tant mieux que tu sois tombée sur des belles carrément. personnes qu'on salue, du coup, au passage et c'est top. Et dans la plupart des cas, parce que, tu sais, moi, j'ai un accompagnement où j'accompagne, des femmes entrepreneuses, avant et pendant, leur grossesse et c'est vrai que tout le monde appréhende, l'annonce, aux clients et dans 18 des cas, ça se passe super bien.
Bah oui, Donc voilà, je pense que c'est aussi important de l'avoir, en tête. Faut se préparer pour les 2 où ça se passe pas bien et puis, le fait que, voilà, ça se passe aussi bien pour la plupart des gens, c'est aussi parce que, les choses ont été réfléchies en amont. Tu vois, toi, tu t'étais bien dit: «OK, sûr. donc il faut que je les prévienne avant de signer» et cetera. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est de la transparence, de la communication, de l'anticipation de ta part qui fait que ça se passe le mieux possible. Même s'il y avait, Exactement. effectivement un petit risque, qu'ils se disent: «Oh là là, mais ça va pas plaire, au Et ils grand auraient eu le Manitou, droit. là-haut». Et Ils donc auraient eu le droit, potentiellement, on arrête quoi, ou on suspend, ou on décale, donc ça peut être c'est ça. mmh. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est leurs réseaux sociaux, c'est leur image aussi de marque et du coup, s'ils veulent pas avoir une femme enceinte pour une certaine vidéo, certaines photos qui est censée faire passer un message, mais l'image que moi je renvoie ne colle pas à ce message, ils auraient pu dire non et Mmh. j'aurais pu le comprendre. Bah, après surtout sur la thématique voyage. La thématique art, j'aurais pas compris. Enfin, je suis en train de dessiner, je fais rien de dangereux les gars. Mais ça aurait pu effectivement qu'ils me disent: «Bah non, ça nous met pas à l'aise parce que ça va pas avec le message et que, bah, tant pis, on décale, on le fait une autre fois ou on annule», Ils auraient Mmh. pu, c'est aussi leur image et c'est de ça où j'avais un petit peu peur au départ et au final, de toute façon, on fait tellement de vidéos sur les réseaux sociaux que ça passe très vite et que est-ce que vraiment les gens s'en sont rendus compte ou pas? Je ne sais pas. Et l'annonce à ta propre, audience, parce que donc, tu fais de la création de contenu pour, des marques, donc tu nous en citais certaines, mais tu développes ta propre, audience avec qui j'imagine, voilà, tu as une relation particulière parce que tu montres un peu l'envers du décor, Ouais. tu as partagé tes voyages, puis là ton nouveau chez toi à la campagne et cetera. Comment tu t'y es pris? Comment tu as imaginé, l'annonce ou la mise en valeur de ta grossesse, sur tes réseaux à toi? Alors moi, j'avais très peur que, justement, les gens arrêtent de me suivre ou arrêtent de regarder ce que je fais, parce que j'allais, avoir un enfant. Du coup, je m'étais dit: «Non mais, moi je parle que d'illustration, enfin d'art et de voyage. Je vais continuer à parler que de ça et effectivement, je suis enceinte, je vais avoir un bébé, mais c'est anecdotique, on le verra plus jamais, une fois que j'ai accouché sur mes réseaux, je suis pas enfin il est chez nous, dans la journée, j'ai pas à en parler et puis voilà quoi, on fera comme si de rien n'était». Et j'ai attendu super longtemps avant de l'annoncer sur mes réseaux parce que, j'avais envie un peu aussi de garder ce côté-là pour moi. C'est ma vie de famille et je me disais: «Mais franchement, j'aurais été un homme, je pense que j'en en aurais même pas parlé. J'aurais gardé ça pour moi, le fait que je sois, papa et ça aurait été bien plus facile» et du coup, je m'étais dit: «C'est quand même pas juste que nous, on doive forcément en parler», parce que ça impacte, sur notre image, donc ça se voit de toute manière et puis je me suis dit: «Au moment où je vais accoucher, je vais quand même disparaître pendant 2-3 mois. Donc même si ça tombe sur l'été, peut-être que ça va être un petit peu chelou qu'on me voit plus d'un coup et du coup, ce serait quand même bien de donner la raison». Donc bon, j'ai un peu tergiversé, j'ai attendu assez longtemps et juste avant de l'annoncer sur Insta, c'était au moment de mon anniversaire, donc fin mars et je suis tombée malade comme pas possible. J'ai eu la grippe pendant 10 jours, donc j'ai eu 10 jours dans le canapé à réfléchir. À me dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis? Je le dis pas? Est-ce que j'en parle?» Et puis je me suis dit: «Eh ben, tu sais quoi? Parle-en et puis, on verra bien ce qui se passe». Du coup, je l'ai annoncé, fin mars, donc j'étais déjà au début du 3e trimestre et oui, les gens étaient trop mignons, j'ai eu tellement de messages en disant que c'était super, enfin félicitations quoi, c'est normal. Après, j'en ai pas fait un sujet sur les réseaux sociaux. Effectivement, j'ai des marques qui ont commencé à me contacter, dès que tu mets de toute façon un truc, grossesse, un reel où on voit que tu as un ventre, tu as toutes les marques qui commencent à te dire: «Ah bah tiens, vous voulez pas des vêtements de grossesse? Vous voulez pas une poussette? Vous voulez pas machin? Vous voulez pas truc?» Du coup, j'en ai accepté quelques-uns et il y en a d'autres où j'ai dit non. Mais à chaque fois au début sur ces marques-là justement, elles m'envoyaient des messages, elles disaient: «Mais vous voulez absolument que je fasse du contenu avec, le produit que vous m'offrez? Parce que moi je comptais pas parler forcément de maternité, sur mon compte». Et il y en a plein qui m'ont dit: «Non, non, on vous l'offre. Après vous si vous voulez le mettre en story, vous le mettez, mais aucune obligation». Oh bon, bah, d'accord, alors ça me va et je me suis dit: «On verra bien un peu comment je l'intègre» et du coup, j'en ai pris quelques-uns que j'ai essayé d'intégrer au mieux à mon contenu, en tant que aussi illustratrice
notamment des vêtements de grossesse où du coup j'ai fait des looks illustrés avec les vêtements de grossesse pour, mettre aussi en avant la marque et pour la remercier et du coup j'ai réussi un peu à allier tous ces univers sans non plus que ce soit lourd et ça jusqu'à mon accouchement, sans problème et cet Mmh. été, j'ai fait une vraie pause des réseaux sociaux, du coup justifiée, où les gens savaient que j'étais en congé maternité jusqu'à, fin septembre où j'ai repris. Mmh. Où là, ça a été, pareil, une question de: «Maintenant, je fais quoi?» parce que j'ai envie d'en parler tout le temps, mais en même temps, j'ai pas envie de saouler les gens et du coup, j'essaye là, ça fait 3 mois que je réfléchis vraiment à la question et je pense que j'ai trouvé un angle qui est pas trop mal, sur mon contenu, quoi. Ouais, bah, tu nous en reparleras quand Ouais. on parlera de ta reprise. Je voulais aussi te demander comment s'est déroulée ta grossesse, enfin, comment tu as vécu, ta grossesse aux différents trimestres? Est-ce que tu as eu des moments donc tu nous parlais de la grippe là, c'est horrible quand on est malade, quand on est enceinte parce qu'on est genre triplement malade et qu'en plus on n'a pas le droit de prendre des médicaments, enfin en tout cas il y a plein de Oui, c'est médicaments ça. dont auxquels on n'a pas accès et donc c'est un peu la triple peine. Mais au-delà de cet épisode, de voilà, de pathologie, est-ce que, ouais, comment s'est déroulée, ta grossesse? Comment tu l'as vécue? Est-ce qu'il y a eu des moments, enfin voilà, difficiles ou au contraire, est-ce que tu as senti le glow et l'énergie que certaines femmes ressentent, à certains moments? Bah, écoute, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai pas été malade du tout. J'ai Trop eu une bien. grossesse hyper calme et tant mieux parce que comme j'avais des voyages de prévus, heureusement que j'ai pas été malade au premier trimestre et du coup, je suis tombée enceinte, ouais, fin septembre. Bon après, j'étais aussi enceinte sur l'été, j'ai fait une première fausse couche, mais ce qui m'a pas non trop affectée parce que j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai fait la fausse couche 3 jours après. Donc j'étais surprise, j'ai été, voir, comment? J'étais aux urgences et la dame, elle m'a dit: «Bah non, tant que vous avez pas fait 3 fausses couches, vous inquiétez pas, il y a rien de grave, il y a pas de quoi s'inquiéter» et du coup, je me suis dit: «Ah bon, bah d'accord, très bien». Donc et 2 semaines après, j'étais enceinte à nouveau donc ça m'a pas affectée plus que ça Mmh. et ensuite, sur le premier trimestre, j'ai dû avoir la nausée peut-être 2 fois, un matin, mais une fois que j'ai pris un petit déj, c'est passé, donc vraiment hyper chanceuse de ce côté-là. Je me suis dit que j'étais super chanceuse au moment où j'ai fait un voyage en allant en train à Stockholm, en train couchette de nuit. J'étais enceinte de 3 semaines. 3 semaines, non, 3 semaines après avoir su que j'étais enceinte. Donc je devais être à 1 mois, quelque chose comme ça. Vraiment la période normalement où on a bien la nausée, on est bien malade. J'ai passé la nuit dans une couchette à 2 mètres du sol, dans un train et là je me suis dit: «Heureusement que je suis pas malade». Ça aurait été horrible et non, du coup, aucun souci. J'ai pu, continuer à travailler totalement normalement, à bouger totalement normalement et hem et du coup, les à part effectivement cette grippe, fin mars, donc début du troisième trimestre, tout le reste, j'étais angoissée comme tout le monde à chaque, rendez-vous gynéco en mode: «Est-ce que ça tout va bien? Est-ce qu'elle va me dire que ça va?» Aucun problème. Et surtout après En une fausse couche avant ta grossesse, Oui, le voilà, l'inquiétude, au moment des échographies, enfin, ou des contrôles, ouais, c'est normal, elle reste quand même en arrière-fond, même si tu l'as, comme tu dis, plutôt bien vécu et que tu bien as pas sûr, été traumatisée, c'est ça. par cette fausse couche, forcément, il reste, un petit voilà, une petite, Oui. appréhension. Bah, tant mieux en tout cas que ce se soit hyper bien, déroulé pour toi. Et comment est-ce que tu as planifié, ton congé maternité? Tu t'es arrêtée combien de temps avant la date, prévue, d'accouchement? Enfin, comment les choses se sont un Ouais, peu goupillées d'un point de vue timing? Bon, tu disais de toute façon ton accouchement était prévu, juste avant l'été, enfin au début de l'été donc oui. voilà. Comment tu as décidé en fait de combien de temps tu allais t'arrêter? Toi qui aimes pas trop prévoir à l'avance, qui sait pas, de quoi elle aura envie dans 6 mois, comment est-ce que tu as quand même, voilà, pris des décisions ou pas? Est-ce que tu t'es laissée aller avec le flow? Et aussi, comment est-ce que tu as financé, cette pause? Au-delà de ta cagnotte, est-ce que tu as fait les démarches pour avoir des indemnités? Voilà, comment ça s'est passé pour toi? Au début de ma grossesse, forcément, je me suis renseignée, sur, tout ce qui était possible, d'avoir au niveau des aides, en étant auto-entrepreneur. Donc, j'ai regardé et j'ai fait le calcul et en faisant le calcul, je me suis dit qu'effectivement, c'était plutôt intéressant
Franchement, on n'est pas lésé, je trouve, en étant sous ce statut-là. Donc, je me suis dit: «Autant prendre le maximum», donc 16 semaines et puis, comme ça, j'aurai le maximum d'indemnités et de toute façon, même si j'ai pas totalement terminé de bosser, au début de mon congé mat, si je déborde de 3-4 jours, c'est pas très grave et au moins j'ai les indemnités. De toute façon, j'avais bien vu que les paiements, c'était pas grave de les recevoir pendant son congé maternité, c'était bien les factures. Donc ça, c'était aussi un point que j'avais abordé avec mes clients en disant: «Il faut absolument que je vous envoie la facture avant la date de début de congé maternité», qui était à peu près mi-mai. Donc je leur avais dit: «Même si on est encore sur un dernier aller-retour d'un reel où il faut encore faire une modif ou quoi que ce soit, il faut juste que je vous envoie la facture avant». Et effectivement, la semaine, si je déborde un tout petit peu sur le début du congé mat pour terminer 2-3 modifs et planifier un reel sur Instagram, c'est pas très grave. Donc ça, pareil, tout le monde m'avait dit: «Aucun problème pour envoyer ta facture, fais-le et puis nous, on te paye, derrière». J'avais précisé aussi que, c'était pas grave si le paiement arrivait, en juin, en juillet, en août, pendant mon congé mat. Du coup, j'ai fait toutes les démarches pour avoir, les 16 semaines, dont on a le droit sous mon statut et j'ai demandé à ma communauté des conseils parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à faire les démarches sur le site Amélie, oui, c'est ça, c'est sur Amélie, il y a une petite rubrique sur le site qui te dit en combien de temps ton dossier va être étudié pour pouvoir recevoir tes indemnités. Et quand j'ai vu qu'il y avait 6 mois, dans ma tête, j'ai fait: mais attendez, si je fais mon dossier» parce que comme tu envoies ton papier au 7e mois de grossesse et qu'il y avait 6 mois de délai, je me suis dit: «Alors là, j'ai pas d'aide qui arrive avant 2026? Attendez, comment ça se fait? OK, j'ai mis de l'argent de côté, mais les indemnités, elles sont là pour nous aider sur le moment T, non?» Je me suis dit: «C'est très bizarre» et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai mis un message sur Instagram, en story et j'ai reçu, je sais pas, peut-être 200-300 messages de personnes qui m'ont partagé aussi leur expérience là-dessus. Il y en a qui ont attendu je crois le plus que j'ai vu sur les retours d'expérience, c'est 2 ans avant de recevoir les indemnités. Ce que je trouve gigantesque. Trop bizarre de faire ça. Enfin, les indemnités, on en a besoin sur le coup. Et j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui avaient réussi à avoir leurs indemnités pendant leur congé maternité avec un tuto, une façon de faire, un tuto à suivre, ouais, vraiment de la part de ma commu qui m'a beaucoup aidée, que du coup j'ai suivi et que du coup j'ai eu mes indemnités dès le début du congé maternité. Donc merci à la commu. Donc juste pour pouvoir le partager rapido, c'est de pas les lâcher, quoi. Une fois qu'on a envoyé les papiers, de faire des relances, d'abord sur le chatbot, sur, le site Amélie. Donc ça leur envoie des mails avec une trace, puis après de prendre un rendez-vous avec un conseiller, par téléphone et puis de demander au conseiller de dire: «En fait, j'ai besoin de ces ressources pendant mon congé mat, pas après. Est-ce que vous pouvez mettre mon dossier sur le dessus de la pile?» Et que du coup, si la personne est compréhensive, il le fasse et que du coup, ça débloque tout. Et Ouais. moi, c'est ce que j'ai fait et c'était bon, quoi. Donc Mmh. vraiment beaucoup, beaucoup de chance là-dessus. J'ai pu avoir, toutes les indemnités en temps et en heure pendant mon congé mat. Aïe, 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 ça me rend limite triste, en fait, quand j'entends ce genre de partage. J'ai pas osé interrompre Aurore, quand elle a fait ce partage, mais je tiens quand même à insérer cette parenthèse pour vous rassurer, je l'espère. Il existe d'autres solutions que ces extrêmes. Franchement, attendre 2 ans pour des indemnités ou passer des coups de fil chaque semaine pendant 9 mois, c'est pas du tout nécessaire. D'ailleurs, si vous êtes vous-même en projet bébé ou enceinte, j'ai co-créé avec une juriste spécialisée une masterclass sur les droits au congé maternité pour tout comprendre de A à Z en 1h30 chrono. On y partage aussi une checklist avec les démarches. Et spoiler, la checklist, elle fait à peine une page Word. Donc c'est pas du tout un parcours du combattant si on sait quoi faire à quel moment. Et d'ailleurs, la majorité de nos clientes obtiennent leurs indemnités à temps. Et s'il y a une erreur ou un retard, elles savent tout de suite le détecter et elles ont la procédure pour faire un recours illico.
Parce qu'entre nous, si toutes les entrepreneuses se mettent à appeler chaque semaine la CPM, la CAF et autres, faut pas s'étonner qu'ils soient débordés et que les dossiers prennent du temps. Et je dis pas du tout ça pour critiquer Aurore. Vous savez, quand on donnait ce conseil, je comprends tout à fait et j'ai beaucoup d'empathie pour le stress que ça peut générer quand on ne sait pas comment faire et si on aura droit à des indemnités ou pas, combien, etc. Mais simplement, je trouve ça dommage que ce stress engendre une telle charge mentale et logistique, alors qu'encore une fois, c'est 100% évitable. Le lien pour la masterclass est dans la description de l'épisode. Mais pour l'heure, reprenons le fil de notre conversation. Donc la cagnotte que j'avais fait de côté, effectivement, c'est resté sur ma trésor pendant tout le temps du congé maternité. J'ai beaucoup de paiements qui sont arrivés pendant le congé mat, donc ça a fait que s'accumuler sur ma trésorerie, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai repris. Parce que comme je te disais, je ne savais pas trop ce que j'allais faire en rentrant de mon congé maternité. Donc c'est à ce moment-là où jusqu'à aujourd'hui, où je pique dans ma trésorerie avec des paiements qui sont arrivés jusqu'à décembre. J'ai des paiements qui étaient vraiment en retard et qui sont arrivés en novembre-décembre 2025, alors quand même que j'ai commencé mon congé mat en mai 2025. Ouais. Donc ça a vraiment étalé tout. Et ça, Ça m'a servi. c'est assez fréquent. Enfin, ça dépend un peu des modèles économiques de chacune et Ouais, du mode de fonctionnement avec les clients. Mais en fait, il y a plutôt un trou, justement, comme tu dis, à la reprise, voire en décalage de la reprise, oui, parce que les paiements de toutes les prestations qu'on a pu faire avant le congé maternité commencent à s'étioler, etc. c'est ça. On arrive à la fin de nos indemnités et on n'a pas forcément repris encore à fond les ballons. Et donc c'est souvent ce moment-là, en fait, où il peut y avoir un trou dans la trésorerie et où c'est là que c'est très confortable, d'avoir, cette cagnotte, que tu avais mise, en place. Totalement. Comment vous vous êtes organisé avec ton conjoint par rapport à ce congé, maternité et puis aussi paternité pour accueillir, votre, bébé? Est-ce que lui, donc tu nous disais qu'il était salarié, est-ce qu'il a pris son congé paternité, en entier ou pas? Comment tu as vécu la période de, congé maternité et l'articulation avec le papa? Alors, il est salarié, mais depuis 2 mois seulement. Donc il n'était pas salarié au moment où j'ai accouché, il était encore en indépendant mais il est passé indep à salarié dans la même boîte, en fait. Il s'est fait internaliser tout simplement. Donc au moment où j'ai accouché, il était en télétravail. Il a pas pris de congé, il a pris juste une semaine, semaine de l'accouchement où de toute façon on était à la mater. Donc ça, il était avec moi et ce qu'il a fait, c'est qu'il a plutôt demandé un télétravail pour être, tout le mois de juillet avec moi à la maison, mais tout en bossant la journée. Parce qu'effectivement, c'était pas intéressant pour lui de prendre un congé. Lui, il était puisque maintenant il est passé salarié, il était en société et du coup, le congé paternité quand tu es, chef d'entreprise et que tu es pas assimilé salarié, il y en a pas quand tu te payes en dividende. Ah oui, OK, il se paye en dividende. OK, Il y en a oui, pas. oui. Voilà. Donc il a juste pris une semaine de congé et après il a demandé plutôt un télétravail, donc il bossait. Après il était à la maison donc moi ça m'a quand même aidée. Puis postpartum, j'avoue que le premier mois, c'était pas compliqué. Il fait que dormir le bébé donc je me suis pas ennuyée, il faut pas Ce abuser bébé. non plus. Mais voilà, Mon bébé. c'est pas le mois le plus compliqué dans le sens s'occuper d'un tout petit. Il dort, il mange et puis voilà, quoi. Donc c'était plutôt tranquille à la maison. Il a bien fait, je pense, de continuer, à travailler sur cette période-là et tout en étant à côté de moi, quoi. S'il y avait vraiment besoin, il pouvait prendre le relais et après il est passé salarié il y a 2 mois et du coup, il a pris son congé paternité parce qu'on peut demander son congé paternité même, une fois que le bébé est né, dans les 6 mois après la naissance, si on passe salarié. Donc il l'a pris là pendant les fêtes de Noël. Donc ça lui a permis d'avoir, c'est alors je sais plus c'est plus de 20 jours, un truc comme ça sur le congé paternité, j'ai pas le nombre de jours en tête, mais ça lui a permis d'avoir des
des vacances de Noël à passer avec nous ou alors que, normalement quand tu commences en tant que salarié, tu pas forcément encore beaucoup de congés d'accumuler pour pouvoir en prendre autant. Donc sa boîte qui le connaissait du coup déjà puisqu'il était en indep chez eux avant, ils ont été adorables là-dessus et ils lui ont dit: «Aucun problème». Donc il a pu prendre un congé pads. Donc ça, c'est trop cool. Et comment t'as vécu toi, ton postpartum? Tu me disais que ton bébé était plutôt facile à vivre, notamment le premier mois, ça s'est hyper bien passé côté bébé. Et toi, côté, suite de couches, et postpartum immédiat, donc avant, on parlera tout à l'heure de la reprise du travail et de comment tout ça Ouais. s'est articulé. Mais jusqu'à la reprise, du travail, comment est-ce que tu as vécu les choses? Plutôt bien. En tout cas, là maintenant avec le recul, 6 mois après, franchement j'ai pas galéré. J'étais plutôt bien entourée. Comme je disais, c'était aussi l'avantage d'être proche de ma famille, de mes parents. Il y a mon frère qui était aussi, tout l'été dans le coin et du coup qui venait pratiquement tous les jours à la maison. Il y avait toujours quelqu'un pour garder bébé, 1 heure ou 2 l'après-midi, le temps que je fasse une sieste. Du coup, comme il dormait bien, il mangeait correctement, il grandissait bien, il a pas du tout été malade dans les 6 premiers mois. Donc moi je le gardais. Quand il dormait, je rangeais un peu la maison, puis on allait se balader. L'avantage d'un postpartum en été, c'est qu'on prend la poussette, on va se balader, on prend un petit peu l'air, ça c'est cool et j'ai pas eu de séquelles moi au niveau santé du tout. Je me suis Bah, tant bien mieux, ça remise, contraste avec l'appréhension que tu avais eue de: «Oh, si ça se trouve, ça totalement. peut hyper mal se passer, on peut être Ouais. hospitalisé, soit l'un, soit l'autre, soit les 2. Enfin, ouais. Exactement. J'ai pas gardé ça en tête en mode, comme si c'était une anxiété permanente de me retrouver en néonate ou de me retrouver avec, une maladie ou quoi que ce soit. J'ai pris tout au jour le jour et ouais, ça s'est très bien déroulé. J'ai pas eu de séquelles ni rien. J'ai pas l'impression d'avoir fait, un postpartum où je me suis remise en question, où j'ai été mal mentalement. Pas du tout. Comme j'étais plutôt bien entourée et ça m'a permis de parler de plein d'autres choses. Mon frère qui venait beaucoup à la maison et qui a à peu près le même métier que moi, me parlait de son activité, donc ça m'a permis de même garder la tête dans le bain des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, de la création de contenu, donc trop chouette et ce qui a fait qu'en arrivant à la fin de mon postpartum, j'avais même hâte de recommencer à bosser parce que j'avais la tête dedans et j'ai pas eu une coupure complète et de toute façon, je crois que j'aurais pas voulu m'isoler complètement et avoir une coupure. Ça c'est un truc que je savais même de ma grossesse parce que j'avais vu d'autres femmes enceintes qui avaient déjà des enfants et qui avaient dit que le plus beau truc qu'elles avaient fait sur leur première grossesse, c'était de s'isoler complètement pendant les 3 premiers mois, de ne voir personne et d'être, en harmonie complète avec leur bébé à la maison, allongé dans le canapé et ne rien faire et ça m'avait stressée. Ouais, je m'étais dit: «Mais je veux pas ça, ça va je veux pas rester enfermée chez moi avec mon bébé» et du coup, je ne l'ai pas fait et tant mieux parce que moi, j'ai besoin de voir du monde et j'ai besoin d'être, quand même en activité et mon bébé qui va bien m'a permis de le faire et du coup, ça Et s'est est-ce plutôt que très tu as bien fait passé. une préparation particulière ou est-ce que tu as mis en place des choses pour que ça se passe aussi bien? En préparation, j'avais fait alors je savais pas qu'il fallait faire une préparation à l'accouchement avant le mois juste avant d'accoucher. C'est une sage-femme qui m'a sorti ça comme ça, donc j'ai pas fait ça. Mais j'avais fait, 1 ou 2 cours de yoga post-natal une fois pendant le deuxième et une fois pendant le troisième trimestre et c'était à ce moment-là où j'ai été dans un cours de yoga post-natal à 4 mois de grossesse où c'était que des femmes enceintes. En même temps, j'y suis allée un mardi à 14h. À quoi je m'attendais? C'était que des femmes enceintes qui étaient dans les dernières semaines avant d'accoucher et pendant ce cours de yoga, les femmes parlaient. On était genre 7 dans la salle et elles racontaient toutes, comment ça allait en ce moment, qu'est-ce qu'elles appréhendaient. C'était vraiment yoga en blablatant et j'étais pas prête du tout à ce qu'elles me disent toutes, que ça allait pas pendant leur dernière semaine et comment est-ce qu'elles appréhendaient le postpartum. Comme je te disais, il y en a une qui a dit, «Ah moi pendant ma première grossesse, je me suis allongée avec mon bébé, j'ai hiberné pendant 2 mois, j'ai rien fait, c'était génial» et du coup, moi, ça m'a fait prendre un peu de recul en mode: «Mais j'ai pas envie de ça, pas du tout». Du coup, de me demander de quoi j'avais envie
comment je voulais vivre mon postpartum. Ça m'a fait tellement stresser ce cours-là, tu même pas, je suis rentrée chez moi le soir, j'ai fait une crise de panique. Tellement toutes ça allait pas alors qu'elles étaient à ça d'accoucher et chose qui ne m'est pas du tout arrivée par la suite et du coup, j'avais juste pris quelques cours de sophrologie avant d'accoucher ce qui m'a permis d'un peu de mettre mes émotions aussi sur la table et de me dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que j'appréhende? Comment est-ce que je peux faire au mieux pour visualiser mon accouchement, mon postpartum?» pour savoir de quoi j'avais envie, donc vraiment de me poser la question. J'ai bien fait de faire ça parce que ça m'a fait sortir pas mal de choses. Émotionnellement parlant pour qu'après, bah, le postpartum, ça puisse se passer de la meilleure des manières donc Et tu as eu un accouchement, physio ou un accouchement, à la française, classique, épidural, à l'hôpital? oui, à l'hôpital, épidural, enfin vraiment comme tu dis la classique. Mmh. OK, non, bah, écoute, en tout cas, tu sais, tu disais que tu avais beaucoup appréhendé, en entendant toutes ces femmes, qui vivaient les choses, peut-être moins bien que toi ou en tout cas voilà, qui parlaient ouvertement des difficultés, qu'elles traversaient et je trouve ça top aussi qu'on puisse avoir des témoignages comme le tien où tout se passe bien et ça peut aussi, Ouais, très bien, se passer, parce que la question, enfin, la raison pour laquelle je te demandais, est-ce que tu avais préparé, enfin, qu'est-ce que tu as mis en place en amont, pour que ça se passe, aussi bien? C'est que, en tout cas, de mon expérience, ma petite ouais, lucarne, c'est parfois justement quand on prépare un accouchement physiologique, on met en place le mois d'or, il y a plein de trucs en fait à mettre en place pour que ça se passe, le mieux possible. Ça peut aussi très bien se passer comme dans ton cas où on met pas en place de choses particulières, voilà, l'accouchement se déroule de manière, classique pour l'hôpital, en France, mais on peut bien le vivre, comme tel, et le postpartum peut bien se passer aussi, même sans avoir, ouais, mis en place, tout un protocole, particulier, voilà, en tout cas, c'est chouette d'avoir, cette diversité de oui. Ah mais de vécu. moi je pense que ça m'a aidée aussi de me mettre complètement des œillères. Je ne voulais pas parler de l'accouchement jusqu'à 2-3 semaines avant. Vraiment, c'était d'aller écouter, par exemple, des podcasts type Bliss, où il y a des histoires invraisemblables. Je pense que j'avais eu ma dose avec ma maman qui me racontait des histoires déjà pas ouf, durant toute mon enfance. Ça, c'était hors de question. Je voulais absolument pas entendre parler de retours d'expérience, surtout mauvais, avant d'accoucher. Mmh. J'ai pas fait de préparation à l'accouchement, mais ça, c'est vraiment parce que je savais pas et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur l'accouchement au 9e mois de grossesse en me disant: «Bon alors, comment est-ce que c'est censé se passer quand même?» Mais je voulais absolument pas en entendre parler. Le postpartum, ça m'intéressait pas non plus. L'allaitement, ça m'intéressait pas. Je préférais rester dans mon boulot, rester, concentrée sur, tous mes projets. En début de congé mat, j'ai fait mes trucs. J'avais, des photos à trier, du dessin encore à terminer, des trucs comme ça et c'est vraiment au 9e mois où je me suis dit: «Bon, OK, on va peut-être se renseigner un petit peu, regarder un peu comment ça se passe un accouchement». Après ils sont censés être compétents, moi je me laisse porter aussi. Je vais à la mater quand je commence à sentir qu'il y a besoin et puis après on se laisse porter et tout ira bien et comme j'avais pas d'attente, heureusement tout s'est bien passé, j'ai pas été surprise dans le mauvais Mmh. sens du terme, mais en même Ouais, c'est ça, temps, c'est que tu as eu de la tout chance va bien aussi, quoi. d'être, hyper bien tombée, apparemment, Oui, hein, sur l'équipe médicale, qui t'a ouais suivie vraiment. parce que, moi, je me suis laissée porter pour mon premier accouchement et ça s'est hyper mal passé. Donc et Ouais, j'ai regretté du coup mon deuxième accouchement, je l'ai hyper préparé pour qu'il soit à 100 physio OK. et pas du tout, dépendre de l'équipe médicale. Donc mais je pense que voilà, ça dépend beaucoup de là où on tombe et Oui voilà et de la et du façon mindset. dont le mindset qu'on a. Enfin bon, le mindset, enfin moi j'ai eu des violences obstétricales, donc quel que soit mon mindset, Ouais, c'est quand vrai. tu subis des violences, tu subis des violences. Mais Oui, que tu aies un super mindset avant ou pas, c'est pas ça qui fait que mais bref, tout ça pour dire que, c'est aussi la chance que tu as eu de bien tomber et c'est heureusement, sûr. il y a des supers équipes, médicales,
un peu partout et il faut voilà, pouvoir tomber dessus. Merci voilà pour conclure sur cette petite partie-là de nous avoir partagé, un récit positif, et même sans mettre en place des choses, heu, particulières ou sans être trop pris, trop pris la tête, Oui, dessus. Parce que parfois, en fait, je pense qu'il y a des femmes qui sont, que ça va rassurer de beaucoup se renseigner et d'autres, totalement. qui, comme toi, ont besoin d'être dans leur bulle et veulent pas trop en savoir. Et parfois, il y a de la culpabilité, tu sais, ou le FOMO, la fear of missing out, de se dire: «Mais attends, moi, je lis pas 150 000, livres, j'écoute pas tous les podcasts et tout. Est-ce que je fais bien?» Et je pense que c'est hyper important de pouvoir s'écouter, enfin de se connaître et de s'écouter. Si on sent qu'on a besoin de beaucoup d'informations pour être en sécurité et Totalement. de se sentir, sereine et go for it. Et si au contraire comme toi, on sent qu'on a plutôt besoin d'être dans sa bulle et qu'on veut pas avoir trop Oui, d'informations, c'est très bien aussi quoi. C'est le plus important, c'est de pouvoir faire, les choses, à sa manière. exactement. La question que j'avais aussi, avant qu'on parle de ta reprise, et puis ça va nous faire la transition. Est-ce que tu avais peur, parce que tu nous disais donc que tu as coupé du travail pendant ton congé maternité, même si ça s'est fait un peu de manière progressive au début du congé mat. Est-ce que tu avais peur de disparaître des réseaux sociaux et peur, de l'algorithme qui allait du coup être complètement, parasité par cette pause? Je te pose la question parce que, c'est ton métier est très lié, à la visibilité, sur les réseaux sociaux, mais même pour, moi j'ai des clientes, qui utilisent les réseaux sociaux, dans leur communication sans que ce soit leur métier, mais qui appréhendent en fait, ce fameux algorithme. Est-ce que toi tu t'es voilà, est-ce que tu t'es ouais, comment est-ce que tu as appréhendé la chose? Je mentirais si je disais non, je l'avais pas appréhendé et que j'avais pas peur, hein. Franchement, bien sûr que je me suis dit: «Bon, faudrait peut-être que je fasse quand même quelques stories pendant mon congé mat, pendant l'été», juste histoire que les gens m'oublient pas complètement. Après, la chance que j'ai, c'est que je suis assez avancée au niveau, nombre d'abonnés, communauté, sur, les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et que je sais comment relancer, quels sont les sujets qui vont faire en sorte que les gens vont commenter, vont faire en sorte de remettre de l'engagement et de montrer le bon exemple à l'algorithme. Donc j'étais pas trop stressée non plus. J'ai fait effectivement quelques stories pendant l'été. La première, où j'ai après avoir accouché, plusieurs jours après, pour pas avoir la date exacte, où on voit juste les pieds de mon bébé en disant: «Bah, voilà, j'étais occupée, désolée», des trucs comme ça, tu vois? Rigolo pour que les gens, ils puissent répondre, en story. J'ai commencé à remettre un peu plus régulièrement des stories juste avant de reprendre, mais le 1er post que j'ai fait de reprise après 3 mois d'arrêt total sur les réseaux sociaux, j'ai fait 100 000 vues donc bon, je suis pas à plaindre non plus là-dessus. Je sais quels sont les sujets qui font, j'allais dire cliquer, non tu cliques pas, mais qui font liker ou où les gens vont parler. Donc là, c'était facile de parler du postpartum en tant que créative, de mettre sans mettre des photos. Je veux pas du tout mettre la tête de mon bébé, mais de mettre, juste des photos qui suggèrent, un nourrisson, tout ça et du coup, forcément, ayant une communauté à 90 de femmes, ça c'est assez facile comme sujet et du coup, ça me faisait pas trop stresser et les clients, j'avais déjà des projets, qui étaient au chaud, où ils m'avaient pas re on n'avait pas signé, mais où ils m'avaient déjà dit en début d'année: «Bah, chaud pour en faire un autre à l'automne». Donc j'avais juste à les réactiver là-dessus et mais bon, après quand on fait des projets sur les réseaux sociaux, faut être actif sur les réseaux sociaux pour pouvoir démarcher des nouveaux clients. Donc ça a plutôt été ça, la reprise, de se dire: «Bah, je réactive mes réseaux sociaux», surtout, j'ai pas réactivé YouTube encore, mais Instagram si, pour, réussir à démarcher des nouvelles marques, à être visible, quoi. Mmh. Donc effectivement, petite appréhension, mais après, c'est reparti, absolument comme avant. J'avais déjà fait des pauses sur les réseaux sociaux à d'autres moments, enfin pauses, où j'ai beaucoup, beaucoup moins publié pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et j'ai toujours vu que ça pouvait très bien repartir donc j'étais pas non plus, trop stressée là-dessus. En fait, l'algo est quand même sympa avec nous dans le sens où si on n'a pas publié depuis longtemps, le premier post qu'on fait, il va le pousser.
il va le pousser pour que justement les gens viennent regarder. Lui, son but, c'est que les gens regardent le maximum de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, il y a pas de raison qu'il le pousse pas. C'est juste que si c'est un mauvais post ou mauvaise vidéo et que les gens cliquent pas, forcément, ça va faire stop très vite. Mais si on va tout de suite sur un sujet qu'on sait qui marche, ça devrait le faire sans problème. Faut juste aller sur les valeurs sûres de quand on recommence, quoi. C'est un super, conseil, et d'ailleurs c'est pas valable uniquement, après une pause. En fait, il y a l'algorithme, oui, c'est une des pièces de puzzle de la visibilité sur les réseaux, mais c'est surtout la qualité du contenu, l'interaction avec l'audience et la pertinence, de ce qu'on y raconte. Donc ces pièces-là, elles restent, toujours pertinentes même après une pause. D'ailleurs, à la fin de notre interview, je te proposerai, une question, bonus pour nous partager, des conseils en tant que créatrice de contenu. Donc restez bien, pour la suite, pour celles que ça intéresse. Comment s'est passée ta reprise, et les premiers mois, après, la fin de ton congé maternité? Est-ce que tu as pu, retrouver, ton rythme d'avant ou pas? Est-ce que, les choses, ta perspective a changé par rapport à la façon dont tu exerçais ton métier? Est-ce que tu as eu des nouvelles envies? Est-ce que tu as mis en place des nouvelles choses? Alors, là, on va, bien nuancer parce qu'effectivement, j'ai toujours dit là depuis le début, l'avant-grossesse et le postpartum, tout s'est hyper bien passé. J'étais tranquille, j'étais pas anxieuse. La reprise du boulot, ça a été autre chose. Dans le sens où j'étais dans ma tête, j'allais reprendre le boulot comme avant, nickel. En tout cas, avec les horaires où j'allais mettre, mon bébé chez la nounou. Que moi, j'allais bosser absolument de la même manière, toute la journée et que le soir, j'allais le récupérer et puis que de toute façon, ce serait exactement pareil qu'avant. Pas du tout. Ça, forcément, ça a été la désillusion, très rapidement parce qu'effectivement, j'étais fatiguée, parce que, un bébé, même le premier mois, ce que je te disais, c'était plus facile, mais plus il avance dans l'âge, plus c'est compliqué et ça demande d'énergie. Donc, moi, maintenant, les lundis matins, j'ai juste envie de me poser, de faire une sieste et de me dire: «Qu'est-ce qui s'est passé là ce week-end?» On m'a roulé dessus. Mais ouais, le rythme n'a pas du tout été le même et ça a été vraiment une claque, surtout comme j'ai dit, il a pas été malade sur les premiers mois, mais chez la nounou, il y a d'autres petits qui, eux, sont tombés malades et du coup, moi, j'avais pas envie qu'ils tombent malades donc je l'ai pas mis chez la nounou à certains moments et forcément, dès que je l'ai avec moi à la maison, je me suis dit: «Mais alors là, pour bosser, c'est impossible». Donc je me suis posée, je me suis dit: «Mais comment je vais faire si à un moment il tombe malade?» Ou si il est comme ça à la maison, par exemple, une fois toutes les 2 semaines, comment je vais faire pour retrouver un rythme que j'avais avant? Ou en plus, avant ma grossesse, je bossais jusqu'à 19h. Donc le temps que mon conjoint rentre du boulot, tout ça, donc tranquille. J'avais le temps, je bossais à des horaires un peu chelous comme ça et là, c'est plus possible du tout. Et du coup, ça m'a fait vraiment stresser au début. J'avoue que le 1er mois, j'arrivais pas du tout à me remettre dans le taf. Je savais pas déjà ce que je voulais créer comme contenu parce que comme je disais avant, je voulais absolument pas parler de maternité, mais maintenant que c'était tellement présent que c'est hyper dur, en fait, de pas l'intégrer et du coup, je me tergiversais dans tous les sens en mode: «Mais quel sujet je peux aborder?» que j'ai envie aussi d'aborder et en même temps, comment est-ce que je vais faire pour retrouver un rythme? Avant, j'allais sur Paris 2 fois par semaine. Maintenant, je peux plus parce que la nounou, elle termine hyper tôt et que du coup, je suis quand même à 1 heure de Paris. Donc le temps de rentrer, ça veut dire qu'il faut que je reparte de Paris à 15h. Je dis: «Mais en fait, si j'y vais de 10h à 15h, est-ce que ça vaut vraiment le coup?» Et avant, j'y allais pour créer du contenu. Maintenant, du coup, il faut que je retrouve, totalement des sujets, différents dont j'ai pas besoin d'aller, sur Paris pour pouvoir les aborder. Bref, ça a tout chamboulé et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que j'ai fait, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup pivoté sur ces dernières années en tant que freelance et qu'il fallait que je me pose et que je me pose vraiment la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire au moins sur l'année qui arrive?» pour pouvoir adapter mon activité à mon nouveau rythme et surtout aux horaires que j'ai maintenant où je bosse en réalité 3 jours par semaine.
Parce que là, il a pas de nounou le mercredi, il a pas de nounou le vendredi après-midi, donc le vendredi matin, c'est du bonus pour rattraper sur les autres choses, que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Donc j'ai lundi, mardi, jeudi. J'ai 3 jours pour faire tout ce dont où vraiment je peux être concentrée pour réussir à faire tout ce que je voudrais faire dans la semaine et ça, c'est s'il va bien et qu'il va chez la nounou toute la semaine. Quand je me suis rendu compte de ça, chose que je n'avais pas du tout anticipée, je me suis dit: «Mais comment ils font les autres?» Franchement, c'est quand tu es salarié, déjà, ça doit être autre chose. Bon, je connais pas, donc j'ai mis de côté cette question-là. Je vais pas non plus aller me torturer la tête avec comment font les autres, de ce côté-là. Mais chez les entrepreneuses, bah, j'ai beaucoup posé la question sur Instagram pour me rendre compte qu'en fait, c'était la même chose chez tout le monde. On était toutes, avec la même galère de reprise d'un rythme et je pense que ce qui m'a beaucoup fait réfléchir et un peu aidé en ayant discuté comme ça pas mal avec, mes abonnés, c'est d'avoir des mamans qui m'ont dit: «De toute manière, ton rythme d'avant ne reviendra pas. Que pour l'instant, effectivement, tu as des semaines très light, mais que ces semaines-là, ils vont rester au moins pendant 3 ans, le temps qu'il aille à l'école et qu'une fois qu'il sera à l'école, de toute façon, il y a les vacances scolaires qui se rajoutent, donc ton rythme devra être encore plus light si tu le fais pas garder pendant les vacances scolaires. Donc revois tout dès maintenant. Déstresse-toi et enfin, refais des piliers nouveaux à ton activité pour qu'elle s'adapte à ton nouveau quotidien. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit une phrase que j'ai pris en capture d'écran et que je me suis vraiment mis devant les yeux beaucoup. Une fois que tu as accepté que tu travailles plus qu'à 50 et que tu as remodelé ton activité en fonction de ces 50 en fonction de ce rythme, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris les bases et je me suis dit: «OK, bah, mon rythme maintenant, c'est 3 jours par semaine. Qu'est-ce que je peux accomplir en 3 jours par semaine pour continuer à vivre de mon activité?» Donc c'est-à-dire plus de slashing, ce que je faisais beaucoup avant, avec plein de projets sur les, annexes où j'avais le temps. Là, je me suis dit: «Bah, non, il va falloir te concentrer sur une activité, la faire bien et puis pouvoir, bah, ne pas être trop stressée parce que je suis incapable de bosser le soir, la nuit, les week-ends. Vraiment, j'y arrive pas. Impossible de me concentrer, c'est pas du tout mes heures et du coup, vaut mieux que je sois bien concentrée la journée, faire ce que je peux faire pour ouais, c'est les 80-20 là qu'on dit tout le temps. Faire, essayer de mettre le maximum de mon énergie sur des choses vraiment qui rapportent, où je sais que je suis bonne et qui me rapportent de la visibilité pour avoir des clients et mettre, toute mon énergie là-dessus pour pouvoir, redémarrer mon activité de la meilleure des manières, quoi. Donc ouais, gros chamboulement. Là, ça va mieux parce que ça fait 4 mois que j'ai repris. Mais je pense que les 2 premiers mois, je nageais. C'était de la brasse en mode: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et de mon activité pro?» que j'avais pas du tout anticipé. Et je sais que tu avais partagé sur les réseaux sociaux, que il me semble que c'était d'ailleurs grâce, à un épisode de podcast, Grossesse d'entrepreneuse, que tu avais découvert qu'on pouvait prendre un congé parental, à temps partiel en tant qu'indépendante. Est-ce que tu l'as fait finalement? Tu as fait une demande de congé parental à 80 ou 50? J'ai fait la demande, mais Amélie met 6 mois à traiter les dossiers, donc bon, j'ai pas relancé, là-dessus encore parce que j'ai fait la demande il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Mmh. Du coup, va falloir. Mais j'ai vu sur Instagram pas mal d'entrepreneuses artistes, comme moi. Bah, après, il y a le statut micro-entrepreneur et le statut artiste-auteur. J'ai vu des gens qui se sont fait refuser parce que, Toi, tu es artiste-auteur? moi, je suis un micro-entrepreneur en majorité parce que la création de contenu, ça passe pas sur l'artiste-auteur et je suis artiste-auteur pour les projets d'illustration. Mmh mh. Mais bon, le maximum de mon activité, c'est la création de contenu. Donc, je suis plutôt micro-entrepreneuse Mmh. et j'ai vu des gens qui s'étaient fait refuser parce qu'on peut pas quantifier les heures, bah, qu'on travaille, ce qui me semble un peu chelou. Mmh, mouais, Mais bon, à voir. Il bah, faut c que je ouais. suive ce dossier-là. À suivre parce que donc moi j'accompagne, bah, principalement sur la stratégie d'entreprise, mais je collabore aussi avec une juriste, on a fait en fait OK.
une masterclass juridique où on explique, en long, en large et en travers comment tout ça fonctionne, à la fois pour le congé maternité, mais aussi pour toutes les autres aides, notamment après la naissance, qui existent, dont le congé, parental et en fait, si, on peut tout à fait, obtenir un congé parental à 50 ou à 80 en tant qu'entrepreneuse et si ça nous est refusé, il faut faire appel de cette décision parce que c'est OK. dans la loi, en fait, c'est un droit. Donc c'est aussi pour ça que c'est hyper important de bien connaître ses droits. C'est pour ça que je collabore avec, elle s'appelle Laurie Caudron. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Droits de parents pour celles que ça Trop intéresse. bien. Parce que, voilà, parfois malheureusement, comme, le droit des indépendants en lien avec la parentalité, ça a énormément évolué ces dernières années. Tous les fonctionnaires, ne sont pas formés, informés, en temps voulu. Enfin, ça OK. prend un petit temps, pour que tout le monde soit au courant. Puis les administrations, en fait, même si elles sont nationales, elles sont gérées localement. Donc comme tu me disais, toi, dans ta localité, le délai de traitement des dossiers, c'est 6 mois. Il y a peut-être d'autres endroits où c'est complètement différent. Parfois, les démarches, varient un petit peu Mmh. d'un endroit à l'autre, mais le droit, c'est un tronc commun entre tous les citoyens, d'un pays qui cotisent et qui ont donc, accès à des prestations sociales, et c'est pas en fonction de la personne qu'on a en face, de nous, c'est un droit. Donc parfois il faut le faire appliquer, faire, des relances, comme toi tu avais pu faire Mmh. pour ta demande de congé maternité, et où, enfin dans tous les cas, voilà, ça c'est moi je suis formelle sur le fait qu'on a ce droit-là et si quelqu'un nous dit: «Bah oui, mais comment tu justifies?» Et il faut, voilà, faire des déclarations, sur l'honneur, s'il faut, comme on le fait en C'est fait ça. pour un congé maternité, on déclare sur l'honneur qu'on s'arrête de travailler pendant sa durée d'indemnisation. C'est exactement la même chose pour un congé parental, donc ça n on n'a pas le droit de nous le refuser. Voilà, donc si jamais tu tombes toi aussi, Oui. sur quelqu'un qui est pas au fait, parce que voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, j'ai plein de gens qui me contactent sur Instagram pour me dire, «Ah, la dame de la CAF, elle m'a dit ça» ou «La dame d'Amélie, ils m'ont répondu que», non, non, bah, ouais, parfois, Ouais. faut se connaître soi-même, en fait. C'est ça qui est un peu triste, mais quand on est indépendant, on n'est pas dans la majorité des cas et du coup, comme on est soi-disant une exception, c'est quand même 25 des actifs en France qui sont indépendants. Ouais, Mais c'est pas rien, les hein. c'est pas rien et pourtant, voilà, c'est à nous de connaître nos droits et de les faire Mmh. appliquer. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, faut accepter, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. On accepte que le rythme ne sera plus jamais le même et tout d'un coup, ça va mieux. Donc là, c'est pareil, il faut Oui, accepter que c'est à nous de d'abord de connaître nos droits pour ensuite les faire appliquer. bien sûr. Petite question qui m'était venue quand je t'écoutais par rapport, à ce nouveau rythme. Est-ce que tu nous partageais aussi un peu intérieurement que, dans le même temps, ton conjoint, lui, il est passé d'indépendant à salarié, bon, dans l'entreprise, pour laquelle il avait déjà, pas mal travaillé. Du coup, est-ce que lui, il a pu ou est-ce qu'il a voulu, adapter un peu, son rythme? Est-ce que vous avez revu aussi, vos contributions à vos parts de loyer et de courses? Enfin voilà, comment est-ce que vous avez réorganisé les choses, financièrement, logistiquement, dans ton couple, ou est-ce que lui, il a continué à travailler comme avant? Vous avez continué à contribuer financièrement, comme avant et c'est que toi qui as adapté ton rythme? Lui, il est passé, salarié, donc maintenant effectivement, il a un salaire qui est bien fixe, ça c'est cool. Bon, c'était déjà plutôt fixe puisqu'il était à temps plein chez ce client-là, donc ça a pas trop changé sur, le rythme. Nous, on a toujours fonctionné de manière et pas égale, mais équitable. Mmh Donc en fonction de ce que chacun gagne, on met ce qu'on peut, on se met d'accord bien sûr sur des sommes, dans les charges, mensuelles. mh. Donc là-dessus, on n'a jamais, bon, il y a jamais eu de souci. On n'est pas du tout en 50-50 parce qu'il gagne beaucoup plus que moi, bah, surtout la plupart des mois, ça va dépendre, mais en tout cas sur ces dernières années où j'ai eu un congé, bah, forcément il gagnait plus que moi, donc il a mis plus que moi et moi quand je peux, je mets plus aussi, quoi et donc là-dessus, on a toujours fonctionné comme ça, donc il y a pas eu de changement, concret.
Donc ça, c'est le côté financier. Après, sur le temps, lui, il a pas adapté son activité dans le sens où il était déjà, à moitié de la semaine en télétravail. Donc maintenant qu'il est en interne, c'est le même rythme. Donc il est la moitié de la semaine à la maison, l'autre moitié de la semaine, il va au boulot. Avant, on habitait sur Paris, il était plus proche de son boulot. Maintenant, on est parti beaucoup plus loin en banlieue, vraiment en fin fond du 95. Donc il est loin de son boulot. Donc la seule chose qu'on a adaptée, c'est que bébé ne fait pas encore ses nuits, forcément. Il se réveille encore, 2 fois par nuit, au début beaucoup plus et que du coup, les nuits, c'est moi qui gère parce que lui, il fait beaucoup de transport, surtout il fait beaucoup de voitures toute la journée et que du coup, il a besoin d'être quand même assez reposé pour pouvoir conduire et ne pas s'endormir au volant. Donc là-dessus, c'est moi qui me suis adaptée dans le sens où je préfère, que lui, il soit bien reposé et ne pas avoir d'accident. Tant pis, moi, je fais les nuits, de bébé le lendemain, la veille où lui doit aller bosser, sur place et tant pis, je fais une sieste s'il faut dans la journée. Donc effectivement, ça mange sur mes heures de boulot, si je suis vraiment fatiguée, il faut que je fasse une sieste. Ce qui est franchement pas le cas tous les jours, donc ça va. Mais après sur le rythme et sur la part, dans notre couple, franchement, j'ai toujours dit, il y en a un qui s'occupe du bébé et un qui s'occupe du reste. Donc on se le passe, on fait relais sur les week-ends ou là, pendant les vacances, il y en a où on fait des demi-journées ou des journées entières, où il y en a un qui s'occupe du bébé, l'autre il s'occupe, du reste, de la maison, des courses, de faire à manger, de ce qu'il faut faire sur le moment T. Et pour le coup, j'ai pas l'impression que, ce soit mal fait. Ou en tout cas, le rythme, moi, me convient très bien. Et effectivement, si, le principe aussi qu'il se fasse passer en salarié, c'était aussi pour avoir plus de congés. Dans le sens où si le bébé il est malade, il peut prendre un RTT, qu'il ait plus de vacances et qu'il puisse, Il y a des il puisse congés enfants être aussi malades là. aussi pour les Il connaissait pour pas et ça, ouais, pour info. il a découvert, c'est génial. Les congés enfants malades, non mais franchement, quelle belle invention du salariat. C'est sûr parce qu'au début on s'était dit: «S'il est malade, c'est moi qui m'en occupe» et du coup, c'est mon boulot qui est affecté. Et en fait, quand il s'est fait passer salarié, qu'il a découvert ça, il a dit: «Mais en fait, même pas». Parce que si à un moment, il est malade, moi je me fais poser un congé enfant malade et puis comme ça, je peux être aussi à la maison pour que tu puisses aussi bosser et qu'on continue ce truc de relais où on fait moitié-moitié sur la journée et comme ça chacun peut avancer et c'est nickel. Donc ça et il y a aussi mes parents, comme je disais, qui sont pas très loin, qui peuvent prendre le relais si vraiment il y a besoin. Pour l'instant, on n'a pas trop eu à utiliser cette carte joker. Mais Mais c'est rien que cool de de savoir savoir qu'il y que a c'est ça. possible, ça soulage. Totalement, totalement. Donc C'est sûr. franchement, ça, c'est très, très cool Mmh. et du coup, sur le rythme avec le papa, ça se passe plutôt très bien. Super, top si vous avez trouvé votre équilibre. La dernière question que je voulais te poser, pour conclure, notre interview, qu'est-ce que tu dirais que la maternité a changé, pour ta vie professionnelle? Toi qui avais pour ambition que ça change le moins de choses possible, comme beaucoup, enfin comme moi la première avant mon premier bébé et comme voilà beaucoup de femmes, qui appréhendent, cette phase-là. Voilà, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta vie? À peu près tout, hein, comme tu dis. Forcément, j'ai adapté mon activité professionnelle pour qu'elle s'adapte à ma vie personnelle, chose qu'on répète énormément dans l'entrepreneuriat. De toute façon, qu'on ait des enfants ou non, c'est quand même avoir une vie pro qui soit au service de notre vie perso. Donc ça, c'est toujours un truc que j'ai bien écouté à la lettre, que j'ai toujours fait attention de mettre en place. Donc là, d'essayer enfin, j'ai eu le luxe, parce que je pense qu'aussi c'est un luxe, de prendre le temps, de pouvoir me poser la question de ce que je voulais pour ces prochaines années. Comment est-ce que je voulais voir ma vie professionnelle? Est-ce que j'avais envie de toujours continuer à faire la même activité? Chose, qui m'a un peu travaillée, mais qu'au final j'ai accepté de me dire que non, j'avais plus envie de faire, en tant que professionnelle du graphisme ou de l'illustration, mais plutôt de faire 100 de la création de contenu. Donc en remettant l'illustration comme passe-temps et plus comme, activité professionnelle à temps plein.
Donc ça a été des décisions qu'il a fallu que je prenne dans le sens où, comme je te disais, je peux pas tout faire. Avant, je pouvais avoir plusieurs activités et faire du slashing. Maintenant, je peux pas, donc je préfère en choisir qu'une qui vraiment me fait plaisir et à faire au quotidien, que ce soit pas une corvée parce que j'ai la chance de pouvoir choisir mon activité, donc je vais le faire et on verra. Peut-être que plus tard, je reviendrai sur plusieurs activités, quand il sera plus grand et qu'il ira à l'école, que j'aurai plus de temps. Là, j'aurai le loisir de rajouter une autre activité, mais pour le moment, la priorité, c'est d'en faire qu'une et de la faire bien, de faire en sorte de réussir à bosser sur 3 jours et quelques dans la semaine. Donc ça va être le défi de cette année, je pense, et de pouvoir retrouver le CA que je faisais avant, tout en faisant le moins d'heures. Donc je commence à voir un peu, ce que je peux faire, j'ai déjà mis quelques trucs en place avec, des petits tests, surtout sur les réseaux sociaux, moins mais mieux. Donc ça, j'espère que ça va apporter ses fruits et effectivement, accepter que j'ai envie de parler de maternité aussi dans mon contenu. Effectivement, c'est un truc qui est omniprésent, ça fait partie de mon quotidien et que du coup, de bouger un peu ma ligne édito pour faire rentrer ce sujet-là, je vais le faire. J'ai déjà commencé à le faire et suivra qui veut suivre. De toute façon, sur les réseaux, on s'abonne, on se désabonne, ça va tellement vite qu'effectivement, je vois que je perds du monde, mais je vois que j'en gagne encore plus. Donc au final, c'est un changement qui est pour moi, important et surtout important pour, pas que je me prenne la tête à me dire: «Il faut absolument que je fasse le même contenu qu'avant» et surtout si ça me fait plus envie et au final les gens ils me sui j'ai réussi à mettre un truc en place sur les réseaux sociaux, le fait que les gens me suivent pour moi, plus que pour ce que je montre depuis, ces 5 dernières années que je suis sur les réseaux sociaux et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée et du coup, je vais pouvoir faire entrer tous ces nouveaux sujets et pouvoir potentiellement intégrer ma petite famille à mes contenus et à mes collabs. Ça, c'est vraiment mon objectif, sur, ces prochains mois, prochaines années, c'est de pouvoir avoir des collabs qui incluent, et mon conjoint et mon bébé, même si on voit pas forcément leur visage, mais de savoir qu'ils sont là et du coup d'avoir ce côté aussi famille qui peut être trop cool en plus, à vendre en prestation. Même en voyage, tu vois, potentiellement d'aller dans des endroits en France, aller reprendre des transports, la SNCF, j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec eux, ce serait trop cool de pouvoir vendre ce côté-là et de pouvoir du coup avoir cette activité entre guillemets «de rêve», en tout cas de mes rêves et du coup d'aller tranquillement vers ça et effectivement donc reprise, totalement à zéro d'une nouvelle activité, mais je pense qui est bien cool à construire et en tout cas qui me motive bien. Génial. Merci beaucoup de nous avoir partagé, ton histoire et puis on te retrouve, pour un bonus où justement tu vas pouvoir nous partager des conseils en tant que créatrice du contenu sur le fait, de partager, ou pas, sa grossesse, sur les réseaux sociaux quand on est, entrepreneuse. Mais, voilà, ça c'était pour la petite, teaser de pour celles qui viennent nous retrouver dans la partie bonus. Mais en tout cas, merci beaucoup, de nous avoir partagé, ton histoire. Merci à toi de m'avoir interviewée. C'était très cool de pouvoir partager sur tous ces sujets-là. Un grand merci à Aurore pour son partage d'expériences inspirantes qui montre à quel point c'est important de s'autoriser à vivre les choses comme bon nous semble et qu'il n'y a pas, fort heureusement, qu'une seule façon de faire. Si vous êtes vous-même en projet bébé ou enceinte et que vous vous posez des questions sur vos droits au congé maternité en tant qu'entrepreneuse, j'ai co-créé une masterclass sur le sujet avec une juriste spécialisée. On y explique en détail comment fonctionnent les droits en fonction des différents statuts, quelles sont les démarches à faire sans se prendre la tête, ni en faire trop. On vous donne même une checklist pour ne rien oublier. Et vous pourrez savoir exactement à combien vous aurez droit. La masterclass inclut aussi des informations précieuses sur les aides au-delà du congé maternité, comme le congé parental qui peut se prendre à temps partiel, comme pour Aurore, mais aussi plein d'autres aides méconnues et pourtant ultra utiles. Le lien avec toutes les infos est en description et en plus, la masterclass est en promotion en ce moment, alors n'hésitez pas à en profiter. L'immense avantage étant que vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions, ce qui peut être rassurant si vous avez un cas un peu particulier, que vous faites face à une difficulté ou que vous êtes allergique à l'administratif.
La semaine prochaine, on retrouve Aurore pour notre épisode bonus avec nos conseils croisés sur comment annoncer ou pas sa grossesse en tant qu'entrepreneuse. À la semaine prochaine!